Junichiro Tanizaki, Éloge de l'ombre, extrait. Comme on le sait, au théâtre de Bunraku, les poupées féminines ne sont rien d'autre qu'une tête et des mains. La robe à longue traîne étant censée recouvrir le tronc et les jambes, et il suffit que les animateurs y introduisent leurs mains pour donner l'illusion du mouvement. J'estime pour ma part que ce procédé approche de très près la vérité, car les femmes d'autrefois n'avaient d'existence réelle qu'au-dessus du col et au bout des manches, le reste disparaissant entièrement dans l'obscurité. En ces temps-là, les femmes des milieux supérieurs à la classe moyenne ne sortaient que très rarement, et encore n'était-ce que recroquevillées tout au fond d'un palanquin, de peur que de la rue on ne puisse les apercevoir. Il n'est donc nullement exagéré de dire que, généralement confinées dans une pièce de leur sombre demeure, jour et nuit, tout entière ensevelies dans l'obscurité, elles ne révélaient leur existence que par leur visage. Les costumes, d'autre part, plus gais que ceux d'aujourd'hui pour les hommes, l'étaient relativement moins pour les femmes. Les filles et les femmes des maisons bourgeoises usaient même sous l'Ancien Régime de couleurs incroyablement ternes. En un mot, le costume n'était qu'une parcelle de l'ombre, rien d'autre qu'une transition entre l'ombre et le visage. Le maquillage comprenait entre autres le noircissement des dents. On peut se demander si le but de cette opération n'était point, une fois comblé d'obscurité tout l'espace hormis le visage, de mettre une touche d'ombre jusque dans la bouche. Ainsi conçue, la beauté féminine ne se trouve plus de nos jours, si ce n'est en quelques lieux bien particuliers, tels la maison Sumiya de Shimabara. Il m'est cependant possible de me représenter à peu près les femmes d'autrefois, lorsqu'il me souvient de la silhouette de ma mère, cousant au temps de mon enfance, au fond de notre maison de Nihonbashi, à la lumière rare qui venait du jardin. Jusque vers cette époque, je parle des années 20 de Meiji, on construisait encore les maisons bourgeoises de Tokyo de telle sorte qu'elles étaient fort sombres. Et ma mère, mes tantes, telles de nos parentes, la plupart des femmes en somme de cette génération avaient les dents noircies. Je n'ai pas gardé le souvenir de leurs robes de tous les jours, mais lorsqu'elles s'habillaient pour sortir, elles portaient le plus souvent des tissus à dominante grise et à petits dessins. Ma mère était toute petite, 5 pieds à peine, mais elle n'était pas la seule, car c'était la taille habituelle des femmes de ce temps-là. À la limite, on pourrait dire que ces femmes étaient désincarnées. De ma mère, je revois le visage, les mains, vaguement les pieds, mais ma mémoire n'a rien conservé qui se rapportât au reste du corps. À ce propos, il me vient à l'esprit le torse de la fameuse statue de Kannon. N'est-elle pas le nu type de la femme japonaise d'autrefois ? Cette poitrine plate comme une planche, à laquelle s'attachent des seins d'une minceur de papier, cette taille à peine moins épaisse que la poitrine, ces hanches, cette croupe, ce dos tout droit, ce tronc tout entier, étroit et mince au point d'en être disproportionné par rapport au visage et aux membres, cette absence d'épaisseur qui, plutôt qu'un être de chair, évoque la raideur d'une bille de bois, n'est-ce pas là, dans l'ensemble, la structure du corps féminin de jadis ? Aujourd'hui encore, il arrive parfois que l'on rencontre des femmes au torse bâti de la sorte, parmi les vieilles dames des familles traditionnalistes ou parmi les geishas. À cette vue, je pense irrésistiblement au bâton qui constitue l'armature des poupées. En vérité, le torse est alors un support destiné à recevoir le costume, et rien de plus. Ces femmes dont le torse est ainsi réduit à l'état de support, elles sont faites d'une superposition de je ne sais combien d'épaisseur de soie ou de coton.
et si on les dépouillait de leurs vêtements, il ne resterait d'elles, comme pour les poupées, qu'un bâton ridiculement disproportionné. Jadis cela pouvait passer, car pour ces femmes qui vivaient dans l'ombre et n'étaient rien d'autre qu'un visage blanchâtre, point n'était besoin qu'elles eussent un corps. Et à tout prendre, pour ceux qui chantent la triomphante beauté de la chair de la femme moderne, il doit être bien difficile d'imaginer la beauté fantomatique de ces femmes-là. De tout temps, les spectres japonais ont été dépourvus de pieds. Les spectres d'Occident ont bien, eux, des pieds, mais en revanche leur corps tout entier, paraît-il, est translucide. Les couleurs que nous aimons, nous, pour les objets d'usage quotidien, sont des stratifications d'ombre. Celles qu'ils préfèrent, eux, ce sont les couleurs qui condensent en elles tous les rayons du soleil. Sur l'argent et le cuivre, nous apprécions la patine. Eux la tiennent pour malpropre et anti-hygiénique, et ne sont contents que si le métal brille à force d'être astiqué. Dans les pièces d'habitation, ils évitent autant qu'ils peuvent les recoins et blanchissent le plafond et les murs qui les entourent. Jusque dans le dessin des jardins, là où nous ménageons des bosquets ombreux, ils étalent de vastes pelouses plates. Quelle peut être l'origine d'une différence aussi radicale dans les goûts ? Tout bien pesé, c'est parce que nous autres, orientaux, nous cherchons à nous accommoder des limites qui nous sont imposées, que nous nous sommes de tout temps contentés de notre condition présente. Nous n'éprouvons par conséquent nulle répulsion à l'égard de ce qui est obscur. Nous nous y résignons comme à l'inévitable. Si la lumière est pauvre, eh bien qu'elle le soit. Mieux, nous nous enfonçons avec délice dans les ténèbres et nous leur découvrons une beauté qui leur est propre. Les Occidentaux, par contre, toujours à l'affût du progrès, s'agitent sans cesse à la poursuite d'un état meilleur que le présent. Toujours à la recherche d'une clarté plus vive, ils se sont évertués, passant de la bougie à la lampe à pétrole, du pétrole au bec de gaz à l'éclairage électrique, à traquer le moindre recoin, l'ultime refuge de l'ombre. Voici une histoire curieuse. Au terme d'une longue hésitation sur le choix de l'endroit où j'irais cette année voir la lune d'automne, j'avais opté finalement pour le monastère d'Ishiyama. Or, la veille de la pleine lune, je découvris dans un journal une information selon laquelle, pour ajouter au plaisir des visiteurs qui viendraient au monastère le lendemain soir pour contempler la lune, on avait dispersé dans les bois des haut-parleurs qui diffuseraient un enregistrement de la sonate au clair de lune. Une fois déjà, on m'avait gâché ainsi le spectacle de la pleine lune. J'avais projeté, une certaine année, d'aller la contempler en barque à la 15e nuit sur l'étang du monastère de Suma. Je conviai donc quelques amis et nous y vîmes, munis de nos provisions, pour découvrir que l'on avait, sur tout le pourtour de l'étang, suspendu de joyeuses guirlandes d'ampoules électriques multicolores. La lune était d'ailleurs au rendez-vous, mais autant dire qu'elle n'existait plus. Des faits comme ceux-là montrent à quel degré d'intoxication nous sommes parvenus, au point qu'il semble que nous soyons devenus étrangement inconscients des inconvénients de l'éclairage abusif. Tant pis si l'on veut pour les amateurs de clair de lune, mais dans les maisons de rendez-vous, les restaurants, les auberges, les hôtels, quelle débauche de lumière électrique! J'admets volontiers que dans une certaine mesure il en faille pour attirer la clientèle, mais tout de même, allumer les lampes en été alors qu'il fait jour encore, à quoi cela sert-il, sinon à aggraver la chaleur? Où que j'aille l'été, cette manie me consterne. S'il règne dans les pièces une chaleur absurde, même quand il fait frais dehors, la faute en est 10 fois sur 10 à la puissance excessive ou au trop grand nombre des ampoules électriques, car chaque fois que j'ai fait l'expérience d'en éteindre une partie,
la fraîcheur aussitôt revenait. Il est vraiment curieux que ni les clients ni les patrons ne s'en soient jamais avisés. Par principe, il conviendrait, l'hiver, d'accroître quelque peu l'intensité de l'éclairage et de le réduire d'autant l'été. Il en résulterait une impression de fraîcheur et l'on attirerait moins d'insectes. Mais le pire est d'allumer les lampes en surnombre, puis, sous prétexte qu'il fait chaud, de faire tourner les ventilateurs. Rien que d'y penser me met hors de moi. Mais trêve de récrimination. Je suis le premier à reconnaître que les bienfaits de la civilisation contemporaine sont innombrables. Et d'ailleurs, les discours n'y changeront rien. Le Japon est irréversiblement engagé sur les voies de la culture occidentale, si bien qu'il ne lui reste qu'à avancer vaillamment, en laissant tomber ceux qui, tels les vieillards, sont incapables de suivre. Néanmoins, dans la mesure où notre peau jamais ne changera de couleur, il faut nous résoudre à supporter éternellement des inconvénients que nous sommes les seuls à subir. Pour tout dire, mon intention en écrivant ce qui précède était de poser la question de savoir si, dans telle ou telle direction, par exemple dans les lettres ou les arts, il ne subsistait pas quelque moyen de compenser les dégâts. Pour moi, j'aimerais tenter de faire revivre, dans le domaine de la littérature au moins, cet univers d'ombre que nous sommes en train de dissiper. J'aimerais élargir l'auvent de cet édifice qui a nom littérature, en obscurcir les murs, plonger dans l'ombre ce qui est trop visible, et en dépouiller l'intérieur de tout ornement superflu. Je ne prétends pas qu'il faille en faire autant de toutes les maisons, mais il serait bon, je crois, qu'il en reste, ne fût-ce qu'une seule de ce genre. Et pour voir ce que cela peut donner, eh bien je m'en vais éteindre ma lampe électrique. Chaque fois que dans un monastère de Kyoto ou de Nara, l'on me montre le chemin des lieux d'aisance, construits à la manière de jadis, semi-obscurs et pourtant d'une propreté méticuleuse, je ressens intensément la qualité rare de l'architecture japonaise. Un pavillon de thé est un endroit plaisant, je le veux bien, mais des lieux d'aisance de style japonais, voilà qui est conçu véritablement pour la paix de l'esprit. Toujours à l'écart du bâtiment principal, ils sont disposés à l'abri d'un bosquet d'où vous parvient une odeur de vert feuillage et de mousse. Après avoir, pour s'y rendre, suivi une galerie couverte, accroupie dans la pénombre, baignée dans la lumière douce des shoji et plongée dans ses rêveries, l'on éprouve, à contempler le spectacle du jardin qui s'étend sous la fenêtre, une émotion qu'il est impossible de décrire. Au nombre des agréments de l'existence, le maître Soseki comptait, paraît-il, le fait d'aller chaque matin se soulager, tout en précisant que c'était une satisfaction d'ordre essentiellement physiologique. Or, il n'est, pour apprécier pleinement cet agrément, d'endroit plus adéquat que des lieux d'aisance de style japonais, d'où l'on peut, à l'abri de murs tout simples, à la surface nette, contempler l'azur du ciel et le vert du feuillage. J'ajouterais d'ailleurs qu'une certaine qualité de pénombre, une absolue propreté et un silence tel que le chant d'un moustique offusquerait l'oreille sont des conditions indispensables. Lorsque je me trouve en pareil endroit, il me plaît d'entendre tomber une pluie douce et régulière, et cela tout particulièrement dans ces constructions propres aux provinces orientales où l'on a ménagé, au ras du plancher,
des ouvertures étroites et longues pour chasser les balayures, de telle sorte que l'on peut entendre, tout proche, le bruit apaisant des gouttes qui, tombant du bord de l'auvent ou des feuilles d'arbres, éclaboussent le pied des lanternes de pierre, imprègnent la mousse des dalles avant que ne les éponge le sol. En vérité, ces lieux conviennent au cri des insectes, au chant des oiseaux, aux nuits de lune aussi. C'est l'endroit le mieux fait pour goûter la poignante mélancolie des choses en chacune des 4 saisons. Et les anciens poètes de Haïkaï ont dû trouver là des thèmes innombrables. Aussi n'est-il pas impossible de prétendre que c'est dans la construction des lieux d'aisance que l'architecture japonaise atteint au sommet du raffinement. Nos ancêtres, qui poétisaient toutes choses, avaient réussi paradoxalement à transmuer en un lieu d'ultime bon goût l'endroit qui de toute la demeure devait par destination être le plus sordide, et par une étroite association avec la nature, à l'estomper dans un réseau de délicates associations d'images. Comparé à l'attitude des Occidentaux, qui de propos délibérés décidèrent que le lieu était malpropre et qu'il fallait se garder même d'y faire en public la moindre allusion. Infiniment plus sage est la nôtre, car nous avons pénétré là, en vérité, jusqu'à la moelle du raffinement. Les inconvénients, s'il faut à tout prix en trouver, seraient l'éloignement et l'inconfort qui en résultent lorsqu'on est obligé de s'y rendre en pleine nuit, et d'autre part le risque, en hiver, d'y prendre un rhume. Si toutefois, pour reprendre un mot de Saito Ryokuhu, le raffinement est chose froide, le fait qu'il règne en ces lieux un froid égal à celui de l'air libre serait un agrément supplémentaire. Il me déplaît souverainement que dans les toilettes de style occidental des hôtels, l'on en soit venu à dispenser la chaleur du chauffage central. Pour un amateur du style architectural du pavillon de thé, les lieux d'aisance du type japonais représentent certainement un idéal. Elles conviennent en effet parfaitement à un monastère où les bâtiments sont vastes relativement au nombre de ceux qui y vivent, où la main-d'œuvre ne manque jamais pour le nettoyage. Dans une maison ordinaire, par contre, il n'est pas facile d'en préserver la propreté. Sur un sol de planches ou couvert de nattes, on aura beau se surveiller et passer le chiffon ponctuellement, les salissures finissent tout de même par sauter aux yeux. Et voilà pourquoi on se résout un beau jour à faire poser du carrelage et installer une cuvette à chasse d'eau. Équipement certes plus hygiénique et d'un entretien plus facile, mais qui n'a plus en revanche le moindre rapport avec le raffinement ou le sens de la nature. Placé dans une lumière crue, entre 4 murs tirant sur le blanc, on aura perdu toute envie de se complaire dans la fameuse satisfaction d'ordre physiologique du maître Soseki. Il est vrai que toute cette blancheur est d'une propreté on ne peut plus évidente, mais la question était de savoir s'il fallait vraiment donner tant de soin à l'endroit destiné à recueillir les déchets de notre corps. Il serait parfaitement déplacé que la plus belle fille du monde eût-elle une peau de nacre, exhibant en public ses fesses et ses cuisses. Et de même, c'est un total manque d'éducation que d'éclairer pareil lieu d'une façon aussi tapageuse. Il suffit en effet que la partie visible soit impeccable pour que l'on accorde un préjugé favorable à celle qui ne se voit pas. Il est infiniment préférable, dans un endroit comme celui-là, de tout voiler d'une pénombre indistincte et de ne laisser qu'à peine deviner la limite entre ce qui est propre et ce qui l'est moins. Pour toutes ces raisons, lorsque j'ai fait construire ma propre maison, j'ai opté pour l'appareillage sanitaire. Mais je me suis opposé au carrelage et j'ai fait poser un plancher de bois de camphrier
J'espérais de la sorte retrouver quelque chose du style japonais. Mais l'ennui était la cuvette. Je m'explique. Comme on sait, les cuvettes à chasse d'eau sont toutes de porcelaine blanche avec des garnitures de métal étincelant. Or, mes préférences personnelles pour cette sorte d'ustensile, que ce soit pour l'usage masculin ou féminin, vont au bois. Rien ne vaut évidemment le bois ciré, mais le bois brut lui-même, avec les années, prend une belle teinte brune, et le grain du bois dégage alors un certain charme qui calme étrangement les nerfs. Je dois préciser que pour moi l'idéal serait une de ces cuvettes en fleurs de liseron, faites de bois et remplies d'aiguilles de cryptomères bien vertes, ce qui serait agréable à l'œil et de plus parfaitement silencieux.